Comment est-ce qu'on est passé de l'idée d'enfermer les personnes en situation de handicap à celle de reconnaître leurs droits? C'est une histoire incroyable, un siècle de transformation qu'on va parcourir ensemble. Une véritable révolution, pas seulement dans la loi, mais surtout dans le regard qu'on porte sur le handicap. Alors, pour tout comprendre, il faut partir de là, de cette opposition fondamentale. D'un côté, on a ce qu'on appelle le modèle médical. L'idée, c'est que le handicap est un problème schiste individuel, une sorte de défaut qu'il faut réparer. Et de l'autre, on a le modèle social, qui renverse complètement la table. Là, on dit non, le vrai problème, c'est la société, c'est l'environnement qui n'est pas adapté et qui crée les barrières. Ce changement de perspective, c'est la clé de toute l'histoire. D'ailleurs, petit aparté sur les mots, c'est important. Aujourd'hui, on ne dit plus handicapé, mais personne en situation de handicap. Et cette nuance, elle n'est pas anodine du tout. Ça veut dire que ce n'est pas la personne qui est un handicap, c'est la situation qui la met en difficulté. Et ça vaut pour les handicaps visibles comme pour les handicaps invisibles, bien sûr. Bon, ce changement de regard, évidemment, il ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Pour bien mesurer l'impact des lois dont on va parler, il faut faire un petit bond dans le passé et voir d'où l'on vient. Et on part de loin. Pendant des siècles, la seule réponse, c'était la mise à l'écart, l'enfermement. Après la Première Guerre mondiale et ses gueules cassées, on passe à une logique d'aide, d'assistanat avec les pensions. Puis en 1949, on est toujours dans le modèle médical. On veut réparer la personne pour qu'elle puisse retourner travailler. Et c'est seulement dans les années 60 que la petite musique commence à changer, que la question est enfin posée, et si le problème, ce n'était pas la personne, mais l'environnement? Et cette question, eh bien, elle va tout changer. C'est elle qui mène directement au premier grand tournant législatif, la fameuse loi de 1975, un moment absolument charnière. Et voilà, la révolution, elle est là. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Pour la toute première fois, on dit stop. La responsabilité, ce n'est plus seulement celle de l'individu, c'est celle de toute la société. C'est à la collectivité de s'adapter pour devenir accessible. Concrètement, cette loi, elle pose des fondations super solides. Elle met en place des droits fondamentaux, le droit au travail, à l'éducation, et surtout, en privilégiant le milieu ordinaire, pas des institutions séparées. Elle impose aussi l'accessibilité des bâtiments et crée des commissions pour accompagner les personnes. Bref, on commence à construire une véritable architecture de l'intégration. Cette loi de 1975 a donc posé les bases, mais 30 ans plus tard, le constat est clair. Il faut aller beaucoup plus loin. Une nouvelle étape, une nouvelle révolution est nécessaire pour passer de l'intégration à une vraie inclusion. Parce que oui, le bilan est en demi-teinte. Malgré les progrès sur le terrain, que ce soit à l'école ou pour trouver un travail, ça reste très compliqué. Les obstacles sont encore partout. Il fallait donc une loi beaucoup plus ambitieuse, une refonte complète. Et c'est là qu'arrive la loi de 2005 avec des concepts vraiment novateurs. Le droit à compensation par exemple. L'idée c'est que la société doit compenser financièrement tous les surcoûts liés au handicap. Il y a aussi le projet de vie qui remet la personne au centre et garantit son libre choix. Pour simplifier les démarches, on crée un guichet unique, les MDPH. Et l'école du quartier pour tous les enfants devient la règle plus l'exception. Et regardez bien cette phrase, elle est essentielle. C'est la première fois qu'on a une définition légale du handicap dans la loi française. Et les mots sont choisis avec soin. Participation à la vie en société, subie dans son environnement. Ça y est, le modèle social est désormais gravé dans le marbre de la loi. Alors, des lois ambitieuses sur le papier, c'est une chose, mais la grande question, c'est toujours la même. Dans la vraie vie, au quotidien, ça donne quoi? Parce que c'est souvent là que les choses se compliquent. Attention, il ne s'agit pas de dire que rien n'a changé. Les progrès sont immenses, c'est indéniable. Le droit a évolué, les mentalités aussi, heureusement. Mais il faut être lucide. Entre l'ambition d'une société vraiment inclusive et la réalité de tous les jours, il y a encore un fossé. Prenons un exemple très concret, l'emploi. Depuis 1987, les entreprises qui ont plus de 20 salariés ont une obligation, employer au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. Ce chiffre, c'est un peu devenu le symbole de l'insertion professionnelle. Sauf que la réalité des chiffres, elle, est assez brutale. Le taux de chômage des personnes concernées reste tout simplement 2 fois plus élevé que pour le reste de la population. L'objectif des 6% est très loin d'être atteint partout, et trouver un emploi, ça reste un parcours du combattant pour beaucoup. Et les difficultés ne s'arrêtent pas là, loin de là. L'accessibilité des transports, des lieux publics, on a accumulé un retard énorme. À l'école, il manque cruellement d'accompagnants pour les élèves qui en ont besoin. Et même les MDPH, qui devaient simplifier les choses, sont complètement débordés. Donc si on fait le bilan, on en est où? La bataille des idées, la bataille de la loi, on peut dire qu'elle est en grande partie gagnée. Le principe qu'une société doit s'adapter, il est acquis. Le véritable défi aujourd'hui, la grande bataille, c'est la mise en œuvre. C'est de transformer ce beau principe en une réalité concrète pour tout le monde. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond, une question essentielle. Est-ce qu'une loi, même la meilleure du monde, peut à elle seule transformer les pratiques, les infrastructures et surtout les mentalités? Ou est-ce que la vraie inclusion finalement, c'est l'affaire de tous, un engagement de chaque instant? La question reste ouverte.